Bonjour à tous et tous. Merci de nous avoir rejoints pour cet événement organisé à distance. Je suis bien entouré de ma directrice à ma gauche, Marie-Pierre Pey, que vous connaissez tous, et de mon vice-président, donc Éric Dumas. Il s'agit de notre première conférence de presse de l'année 2021 et on peut dire que la période dont nous allons parler a été riche en actualité. En effet, crise sanitaire, confinement, influenza aviaire. En plus de 30 années de carrière, je n'avais jamais connu une telle conjoncture aussi défavorable. Et pourtant, contre toute attente, le foie gras et ses professionnels ont résisté et les résultats du marché que vous présentera Marie-Pierre tout à l'heure sont presque inespérés. Pour commencer, j'ai envie de dire merci. Merci aux Français d'avoir répondu présent en fin d'année. Ils l'avaient dit dans notre enquête CSA de début décembre qu'ils avaient prévu de consommer du foie gras. Eh bien, ils l'ont fait. Je veux également remercier nos clients, distributeurs, qui ont continué à mettre nos produits en rayon, même s'ils auraient pu en mettre encore un peu plus en place compte tenu de la demande annoncée des consommateurs en fin d'année. Je tiens aussi à saluer tous les bouchers, les traiteurs, charcutiers, tout ce marché de proximité qui, chacun sur leur marché, se sont mobilisés et ont permis aux consommateurs de trouver nos beaux produits. Enfin, je tiens à rendre hommage à la ténacité et à l'extraordinaire résilience de nos partenaires restaurateurs, qui ont, malgré la situation, réussi à proposer nos produits dans leurs restaurants durant les fêtes, dans un premier temps, et le produit à emporter pour les fêtes. C'était un succès inattendu. Pour nous, l'enseignement principal, c'est même que face à une telle adversité, le foie gras reste une valeur sûre pour la fin d'année. Le foie gras est le produit festif incontournable des tables de fête. Il faut dire que ça ne s'est pas fait tout seul. Nous avons également tout mis en œuvre pour réussir ces fêtes et c'est très encourageant de constater que les Français ont été à nos côtés. Les éleveurs se sont mobilisés pour répondre aux attentes de proximité des consommateurs et les Français sont nombreux à avoir fait le choix de ce circuit de vente auprès des producteurs locaux. Tous ces indicateurs constituent de beaux signes d'encouragement pour notre filière, car sur le terrain, comme vous le savez, nous ne sommes pas vraiment à la fête aujourd'hui. L'influenza aviaire a fait des ravages dans les élevages, partout en Europe, et bien évidemment chez nous aussi. Nous mettons aujourd'hui tout en œuvre pour nous relever et renforcer la résistance sanitaire de notre filière. Notre pacte de 2017 nous a permis de gagner du temps dans la lutte contre le virus, mais nous devons encore aller plus loin. Tout à l'heure, nous écouterons le spécialiste de la question, Jean-Luc Guérin, qui va nous expliquer les raisons de la virulence de ce virus cette année et les pistes pour encore mieux s'en protéger. Je vais maintenant laisser la parole à Marie-Pierre, à notre directrice du CIFOG, que vous connaissez bien. Elle va nous donner les détails du succès inespéré du foie gras cette année. Et je peux vous assurer, on revient de loin. Merci Président, bonjour à tout le monde. Effectivement, inespéré, un bilan qui est vraiment maussade par rapport aux années antérieures, bien sûr. On revient de loin, comme l'a dit Michel dans son introduction. Sans l'attachement indéfectible des Français pour notre produit, où en serions-nous? Alors nous allons parcourir les principaux résultats de cette année pour effectivement en prendre connaissance. Le foie gras s'est avéré être une valeur refuge pour ces fêtes de fin d'année, qui, dès la levée des quelques restrictions sanitaires qui ont perduré, mais le fait de permettre des réunions familiales en comité restreint ont permis d'activer des ventes au dernier moment. Et pour cela, effectivement, le premier des constats est le suivant. Nous avons gagné 1,2 million d'acheteurs supplémentaires pendant cette dernière période de l'année, malgré la crise. Ce qui conduit à un bilan annuel tout à fait inespéré, comme on le dit, et acceptable, puisque les achats des ménages ont progressé de 1,8% en volume et de 1,4% en valeur. Ceci, ce sont les achats des ménages pour leur consommation à domicile. Et donc, si l'on regarde sur les 4 dernières années, nous arrivons donc à une attractivité record, puisque le pourcentage de ménages acheteurs représente 42,7% des foyers en 2020,
contre 38,4 l'année dernière, par exemple, ou l'année 2019, nous avions subi de plein fouet la loi Egalim en particulier. Donc, le foie gras recrute de nouveaux ménages acheteurs de façon très sensible. Malheureusement, mais on l'avait également pressenti, les quantités achetées par ménages acheteurs sont en baisse du fait du format des fêtes de fin d'année qui était en comité restreint. Et le budget consacré à l'achat du foie gras est sensiblement équivalent, autour de 17 €. La fréquence d'achat, du fait du confinement en début d'année, au moment des périodes de Pâques, nous conduit à une fréquence d'achat qui est plutôt à la baisse, mais cela n'a rien de bien grave à ce stade. Le foie gras, donc le grand incontournable de la fête de fin d'année, sur le mois de décembre, c'est 30,3% des ménages acheteurs, donc un mois qui est devenu extrêmement important dans notre marché, avec une progression de 2,5 points par rapport à 2019, à décembre 2019. Vous avez ici représenté sur la gauche le nombre de ménages acheteurs mois par mois, et sur la droite l'évolution par rapport à l'année précédente, dont tout le début de l'année, nous étions dans cette période sensible qui s'est traduite par le confinement au mois de mars et au moment des fêtes de Pâques, donc un recul des ménages acheteurs. Et tout au long de l'année suivante, des mois suivants, pendant l'été, un effet rebond, on a voulu se faire plaisir. L'été s'est très bien passé avec une progression sur le mois d'août. Et sur ce mois de décembre, une progression de 2,5 points. Donc, comme il l'avait dit et annoncé en début décembre, les Français ont choisi le foie gras pour fêter ces fêtes de fin d'année et ont confirmé le fait qu'ils avaient décidé de consommer notre produit pour les fêtes. Alors, le foie gras a été la vedette des produits festifs. Nous avons ici l'évolution des ventes des principaux produits festifs qui ont progressé de 7,3% en GMS. Nous sommes sur les ventes en GMS. Donc, la moyenne des produits festifs est à plus 7,3%. Dans le classement qui est ici représenté, le top, c'est la cerise sur le gain de part de marché. Le foie gras frais arrive en seconde position avec un gain de part de marché de 0,3 points et une progression des ventes de 11,1%. Et ensuite, en quatrième position, le foie gras pertisé, donc le foie gras en conserve, avec une progression de 23,1% et une progression des parts de marché de 0,2 points. Donc effectivement, comme on l'avait également perçu dans l'enquête CSA de fin d'année, le foie gras reste l'incontournable des fêtes de fin d'année et arrive en pole position pour 78% des Français. Le magret n'est pas en reste, c'est notre autre produit phare de la filière, avec un succès incontournable tout au long de l'année 2020, une progression de 10,2% des volumes et de 8,6% en valeur, qui a fait de ce produit, donc, qui a été redécouvert par les Français grâce à la multitude d'idées recettes qui ont été proposées. Nous gagnons 10,1% de ménages acheteurs, ce qui nous fait atteindre quasiment 27% de ménages acheteurs. Je pense que dans le sud-ouest, il y a un peu plus que cela de ménages acheteurs d'ailleurs. Donc ce magret est associé à une viande de fête. Plus de 6 Français sur 10 estiment que le magret se prête tout à fait à des repas et à la préparation de plats de fête de fin d'année également. Si l'on regarde maintenant les ventes, comme on peut s'y attendre, c'est le succès des achats des circuits de proximité qui explique ce bon déroulement des fêtes de fin d'année. Vous avez ici représenté la répartition et l'évolution des parts de marché des principaux circuits de distribution. La partie la plus importante, ce sont les ventes en hyper, qui pèsent pour 52% des ventes en grande distribution. Puis, vous avez les supermarchés en bleu plus clair, 30,1% de parts de marché. Vient ensuite les enseignes à marque propre pour 11,4% parts de marché. Puis, la proximité et le e-commerce. Qu'est-ce que l'on constate cette année ? On constate que la vente en hypermarché, effectivement, pâtit du contexte du confinement, avec des magasins qui sont moins fréquentés en raison des restrictions sanitaires. Et donc, les hypermarchés perdent 4,4 points.
Par contre, les établissements de proximité, que ce soit les supermarchés ou les établissements à marque propre, représentent la majorité des gains, des parts de marché et des ventes. C'est ce qui explique pour une part très importante cette évolution des circuits. Mais il est important de noter, bien sûr, le développement du e-commerce qui correspond au drive et aux ventes en ligne, qui affiche un très fort potentiel. Les fabricants, les distributeurs se sont adaptés à la demande des consommateurs et à leur comportement, et les ventes dans ce circuit ont progressé de 100% sur la saison festive, ce qui est considérable. Donc effectivement, l'adaptation des circuits et malheureusement les contraintes sanitaires ont montré des évolutions assez sensibles dans la distribution du foie gras pour cette année. Les ventes directes, pour la majorité et pour tous ceux qui ont su s'adapter aux nouvelles contraintes de l'effet Covid, bénéficient majoritairement parce qu'il y a eu visiblement, et on le sait tous, on s'est tourné vers ces ventes de proximité. Les ventes directes correspondent à ce qu'attendent les consommateurs, ils ont besoin d'être rassurés. Et ces ventes affichent une progression selon les achats des ménages qui sont suivis par Kantar de 58% par rapport à 2019. Donc effectivement, pour tous ceux qui ont su s'adapter, tous les produits proposés ont été vendus et c'est réellement une réponse à ce contexte exceptionnel de restrictions sanitaires. Il y a un capital confiance, évidemment, avec ce circuit qui est énorme. On est en direct avec le fabricant et c'est ce que recherchent aussi les consommateurs maintenant. La restauration, on l'a dit, ont fait preuve d'une résilience et vraiment d'une solidarité à l'égard de notre produit pour ces fêtes de fin d'année, mais pas que. Il y a eu une excellente fréquentation des restaurants cet été qui n'ont pas hésité à mettre à la carte nos produits phares que sont le foie gras et le magret. Et effectivement, cette bonne fréquentation plus l'idée de proposer des produits festifs à emporter qui associaient nos produits ont limité la chute des ventes en restauration pour notre secteur. Malgré tout, selon la source FIAC, qui est la source professionnelle, les ventes de foie gras chutent de 36% pour ce créneau, qui représente quand même 40% de nos débouchés en temps normal, et une baisse de 21% pour le magret. Donc effectivement, le foie gras représente un atout pour nos restaurants, auxquels les Français s'attendent à trouver très souvent nos produits, et 88% pensent que les fêtes de fin d'année représentent dans les restaurants, ils s'attendent à trouver du foie gras pour fêter les fêtes de fin d'année. Donc, situation exceptionnelle, mais une situation, je dirais, inespérée, avec cette bonne fréquentation quand même en fin d'année. Concernant le commerce international, rappelons, et là c'est aussi inespéré, que la balance commerciale de notre filière est positive, et elle reste positive. La filière du foie gras rapporte plus de 40 millions d'euros à la France. Alors que s'est-il passé cette année? Avec toutes ces évolutions, nous gagnons 1 million pour notre balance commerciale par rapport à 2019. En fait, la très forte baisse des importations compense la baisse des exportations. Pourquoi y a-t-il eu une baisse des exportations? C'est parce que nos clients à l'export sont principalement les restaurateurs et sur beaucoup de pays, le confinement a entraîné la fermeture des restaurants. Je pense à la Belgique, je pense à l'Espagne, qui sont nos principaux marchés. N'oublions pas, dans cet océan de choses compliquées, nous avons ouvert le marché de la Chine en 2020. C'est une très grande et une très belle nouvelle pour notre filière qui avait commencé à travailler ce dossier depuis 8 ans. Et l'année 2020 a vu l'ouverture de ce marché pour 2 des entreprises de la filière. Et le travail continue aujourd'hui pour pouvoir continuer à ouvrir ce marché pour les autres entreprises qui sont candidates. Alors, faisons un rapide zoom sur les ventes en GMS, parce qu'effectivement, les évolutions, on l'a vu, ont été marquées par le confinement et malheureusement des stratégies prudentes de magasins. Qu'est-ce qu'il est intéressant de constater? Il est intéressant de constater que, bien sûr, décembre a été le mois décisif, avec les achats de dernière minute. Rappelez-vous, c'est à peu près autour du 15 décembre que nous avons eu l'annonce de levée d'allègement de restrictions sanitaires qui nous ont permis à tous de pouvoir envisager
des fêtes de fin d'année dans un comité restreint, 6 adultes et quelques enfants, mais en même temps, la promesse d'avoir une multiplication de plusieurs repas conviviaux auxquels finalement le foie gras a été l'invité quasiment incontournable de tous ces repas. La proposition de format plus petit a permis de répondre aussi à ces attentes et a été, je pense, une très bonne opportunité qu'ont pu saisir les distributeurs, la filière, et qui a répondu aux attentes des consommateurs. Donc vous avez sur la droite représenté l'évolution des volumes, des ventes en volume sur les 4 dernières semaines de décembre. Bien sûr, les 2 premières semaines étaient en repli de façon significative, mais la semaine qui va donc du 21 au 27 décembre a progressé de 32,2% et la dernière semaine de l'année de 27,3%, ce qui a concentré finalement les ventes sur 2 semaines et qui quand même fragilise le secteur, il faut le reconnaître, mais quelle opportunité et quelle belle nouvelle pour notre secteur. Donc effectivement, ce mois de décembre pèse jusqu'à 81% des volumes de la saison festive, mais quelle belle nouvelle d'avoir des 2 semaines qui rattrapent et portent le bilan de l'année à une situation inespérée. Que s'est-il passé sur ces fameux hypermarchés? On a une compréhension, on l'a vu tout à l'heure, les hypermarchés reculent. Ils reculent pourquoi? Parce qu'il y a une fréquentation moindre des hypermarchés, mais également, ce que l'on a constaté malheureusement, c'est qu'il y a eu une réduction des gammes en magasin. On constate, et vous avez ici représenté le nombre moyen de référence des produits festifs en hypermarché. Alors pour la moyenne des produits festifs, la réduction des gammes, c'est 1,5%. Et malheureusement, le secteur qui a eu le plus de réduction de gamme, c'est le foie gras, avec une baisse de 10,3% du nombre de références. Et est-ce qu'il y a donc, on peut le penser, cette stratégie de réduction des gammes a-t-elle été favorable, ou est-ce qu'elle est aussi la cause des réductions de ventes en hypermarché? En tous les cas, nous, ce que l'on souhaite porter à la connaissance des distributeurs, c'est le graphique suivant. Le graphique qui est en bas de l'écran, il faut prendre le temps de le lire. Si l'on prend pour indice 100, il représente en fait l'évolution des ventes hebdomadaires par référence, ce qui représente le potentiel de vente que représente une référence. On prend et on voit pour le foie gras, le potentiel d'une référence en foie gras est de 3,4 fois le chiffre d'affaires d'un produit festif moyen. Donc, on a un formidable potentiel des ventes que, nous l'espérons, nous pourrons optimiser pour l'année prochaine, puisqu'effectivement, la saison s'est terminée avec quelquefois des ruptures de produits en magasin et qu'il va falloir, avec nos partenaires de la distribution, pouvoir vraiment travailler ce potentiel de vente que représente une référence de foie gras dans le secteur. Alors donc maintenant, voilà pour ce bilan qui est, on le répète, inespéré dans un océan de mauvais éléments pour notre secteur. L'impact de la loi Covid, de la loi Egalim en fin d'année 2019, un début d'année impacté par le confinement, et donc bien sûr maintenant cette influenza aviaire qui malheureusement touche le secteur et pour lequel nous sommes tous très mobilisés au sein de la filière foie gras pour pouvoir, d'abord pour lutter contre ce fléau, nous avons été extrêmement mobilisés, on va le voir également, mais maintenant pour pouvoir redémarrer cette production dans de meilleures conditions. Alors, Jean-Luc Guérin va rentrer dans le détail, mais simplement deux points pour poser les éléments de ce débat. Pour nous, la filière est dans l'entourmente, mais c'est une épizootie qui touche toute l'Europe, avec un virus fulgurant. Pour notre secteur, c'est 485 foyers qui ont touché pour la France en 4 mois principalement
des élevages dans le sud-ouest, 472 foyers aux dernières informations selon le ministère de l'Agriculture, mais il y a eu également 13 foyers dans l'ouest de la France qui ont été très vite contenus et limités à ces foyers. À noter 14 cas dans la faune sauvage également. Alors, pour nous, c'est d'importantes pertes de production. Nous estimons à date, mais bien sûr, nous ne connaissons pas aujourd'hui la date de redémarrage, donc ce n'est qu'une estimation, la perte de production pour 2020 à 6,7 millions de canards. Mais ce n'est qu'une estimation puisque nous ne connaissons pas quand nous pourrons redémarrer. Et ce n'est que l'hypothèse d'un redémarrage au mois de mai, que l'on peut dire que la perte est de 6,7 millions de canards. Il y a donc tous les acteurs qui ont été touchés, mais principalement sur les 4 départements qui sont ici en représentation sur la carte. Donc c'est les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers, les Hautes-Pyrénées, avec des zones qui sont identifiées soit en zone de surveillance, soit en zone de protection. Et l'impact économique est à nouveau très très fort. Il est en cours de chiffrage, je le répète, on ne connaît pas quand on pourra redémarrer, donc c'est difficile d'avoir une estimation sur les pertes en millions d'euros. Mais sachez que comme en 2016, comme en 2017, tous les maillons sont touchés, les couvoirs, les producteurs, les abattoirs, les transformateurs, mais également tous les acteurs qui gravitent autour de la filière, les transporteurs d'animaux, les fabricants d'aliments que l'on a mis sur la diapositive, mais qui bien sûr sont très fortement impactés. Les intervenants en élevage, c'est qui? Ce sont tous les intervenants qui viennent pour aider les éleveurs sur les interventions qui doivent intervenir dans les élevages, mais les vétérinaires qui accompagnent tous les jours, qui ont été fortement mobilisés et qui ont vraiment beaucoup donné de leur temps, les vétérinaires de terrain, pour lutter contre le fléau et qui vont se retrouver le temps du vide sanitaire en inactivité. Voilà, donc maintenant, on va laisser Jean-Luc Guérin, qui est donc expert, docteur en pathologie aviaire, nous expliquer ce qui s'est passé de la part donc, du spécialiste et comment on peut comprendre le phénomène pour cette nouvelle épisodie. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je vous rejoins depuis la Chambre d'agriculture du Gers où j'étais en session ce matin. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est apporter un éclairage à date sur la compréhension qu'on peut avoir de ce qui s'est passé, de ce qui se passe depuis le mois de décembre en rapport avec la crise influenza aviaire. Donc, en gros, si on regarde un petit peu la situation et qu'on se remémore un petit peu à la fois la géographie et l'histoire de ces virus influenza aviaire, il faut bien voir que depuis maintenant plusieurs années, depuis au moins 2014, on assiste à une circulation, certaines années, de virus à l'échelle intercontinentale, avec une origine, je dirais, in fine asiatique, avec des circulations par les grands couloirs de migration qui vont pouvoir se produire certaines années. Et certaines années, on va, pour des raisons qu'on n'explique pas, avoir une contamination des voies de migration et d'autres années, on ne verra pas ces contaminations. Si on prend la diapositive suivante, on va voir qu'on a effectivement des situations, si on compare notamment l'année 2016-2017 avec le grand, je dirais la grande surface qui correspond à l'ensemble des suspicions à l'échelle européenne, on a eu une série d'événements extrêmement importants, on s'en souvient tous. Et pendant les hivers suivants, les hivers donc 2017, 2018 et 2019, il n'y a eu quasiment aucun événement à l'échelle européenne. Et là, vous voyez en bleu le début des événements liés à la crise 2020-2021. Évidemment, elle a été référencée jusqu'en fin 2020, mais qui montre que clairement, nous sommes dans une année, je dirais, avec contamination des voies de migration, qu'on a pu suivre, tracer depuis la fin du mois d'août, avec des niveaux d'alerte qui se sont progressivement montés, à modérer et puis à élever à la fin du mois de novembre. Et donc, on arrive à une situation à l'échelle européenne, sur la diapositive suivante, où on a, je dirais, effectivement, comme l'a évoqué Marie-Pierre, eh bien, un ensemble de foyers importants sur l'ensemble du territoire européen, avec en marron, rouge, les foyers en faune sauvage et en bleu, les foyers en élevage. Alors, on voit qu'on a des foyers un petit peu partout, mais avec, à l'évidence, une concentration sur le grand sud-ouest du fait de facteurs de risque spécifiques sur lesquels on va pouvoir revenir. Mais bien identifier qu'on est sur une année
un risque extrêmement élevé, alors que pendant 3 années, nous étions en fait avec une quasi-absence de contamination du secteur sauvage. Sur la diapositive suivante, on va regarder la situation à date à l'échelle du territoire. Donc, comme cela a été évoqué, on a quasiment 500 foyers en élevage commerciaux, pour l'essentiel dans le Grand Sud-Ouest, avec notamment une concentration de cas très importante dans le département des Landes, et donc avec des situations dans lesquelles on a pu maîtriser la dissémination à partir de foyers d'introduction par la faune sauvage, et puis des cas dans lesquels on n'a pas été en capacité collectivement à contrôler cette diffusion au sein des élevages. Alors, comment on peut expliquer une telle situation? Aujourd'hui, quand on regarde les grandes voies de circulation et de dissémination du virus, et sur la diapositive suivante, on va voir que très clairement, l'introduction initiale, elle se fait clairement par la faune sauvage. Elle se fait notamment lorsqu'il y a un contact direct ou indirect entre les oiseaux domestiques et les oiseaux sauvages. Et là, il est clair que la mise à l'abri des animaux pour réduire cette interface, eh bien, elle joue un rôle. Elle n'est pas une garantie absolue. On sait que des élevages en claustration, en France et en Europe, ont été contaminés, mais elle réduit quand même quantitativement, clairement, cette probabilité. Et ensuite, on a des voies de diffusion qui vont se faire par différentes modalités. Et ce que l'on sait, et ce qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'on a affaire à un virus, cette année, qui est sans doute plus virulent. Alors, plus virulent, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire sans doute que les canards infectés génèrent plus de particules virales, et donc ils ont une capacité à infecter davantage les élevages voisins. Et puis, on a peut-être un virus qui a une affinité très forte pour le canard, qui fait que biologiquement, c'est un risque qui va être extrêmement difficile à maîtriser. Ça veut dire qu'en gros, du point de vue des élevages infectés, on a une émission très importante de virus, et du point de vue des élevages voisins ou liés, directement ou indirectement, une sensibilité extrême à des doses infimes de virus. Et donc, toutes les voies possibles vont jouer. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une différence quand même par rapport à 2016-2017, c'est que autant on est vraiment en difficulté par rapport aux diffusions de proximité, par rapport au portage direct, indirect de virus, autant le transport en tant que tel a joué sans doute un rôle infiniment plus faible dans la dynamique de dissémination qu'il y a 4 ans. Alors ça s'explique notamment par le travail important qui a été fait pour assurer la biosécurité des transports à tout niveau, les systèmes de désinfection des systèmes de transport, des cages, il y a des investissements massifs qui ont été faits, une réglementation pour mieux réguler, et puis des politiques de test qui se font systématiquement sur tous les animaux avant le transport. Ça n'a pas été une garantie absolue, mais ça a réduit très significativement cette modalité de dissémination. Alors, quand on regarde concrètement sur le terrain, je vous disais, grande capacité de dissémination, mais on le voit quand on va dans les élevages, on a très rapidement des poussières qui sont virulentes, on a très rapidement une émission très forte, et quand on regarde ensuite ce qui se passe à l'échelle d'un lot d'animaux, une fois qu'il a été infecté, quand on suit les animaux jusqu'au tout début des signes cliniques, eh bien en fait on se rend compte que cette émission, donc cette contagiosité dans l'environnement, elle commence très tôt, et sans doute plusieurs jours avant le début des signes cliniques et donc le début de la suspicion faite par l'éleveur à son vétérinaire et au service de l'État. Et cette flèche rouge, là, horizontale, elle montre ce délai entre le début de la contagiosité de l'élevage et le début des signes cliniques et donc de la suspicion, ce qui fait qu'on va pouvoir à ce moment-là éliminer ces animaux pour simplement les empêcher de continuer à excréter du virus et à contaminer d'autres élevages. Et je pense que, notamment sur les premiers foyers dans des zones à haute densité, ce mécanisme-là, il a été particulièrement sévère. Il a dû expliquer une difficulté à maîtriser cette diffusion du virus. Alors, si on positionne ça à l'échelle du territoire, sur la diapositive suivante, on va se rendre compte, voilà, vous allez passer à la diapositive suivante, on a effectivement une très grande variété des modalités possibles de circulation du virus et de contamination d'une ferme. Et on ne mesure pas le niveau de connectivité, on parle de connectivité comme cela.
toutes les voies d'entrée possibles de virus dans une exploitation, même dans des systèmes qui sont, semble-t-il, très bien maîtrisés, même dans des systèmes qu'on appelle autarciques, dans lesquels il y a peu de transport d'animaux. Je pense que ce qui nous a tous surpris, y compris l'accompagnement scientifique, c'est que nous avions sans doute sous-estimé, si vous voulez, la sévérité du risque et donc la capacité à maîtriser cette diffusion de proche en proche ou par n'importe quel vecteur. Donc, si vous voulez, la barre en termes de maîtrise, elle est objectivement très haute. Et elle est d'autant plus haute que, sur la diapositive suivante, on va voir que si on se positionne à l'échelle du territoire, on sait déjà qu'on a des variations très fortes de niveau de risque de diffusion selon la position des élevages. Et en particulier, il y a des enjeux de densité avec des zones qui sont historiquement des zones de grande production et dans lesquelles on a sans doute plus de risques à partir d'un foyer initial d'avoir des foyers secondaires. Et ça, c'est un élément qui sera important dans la discussion professionnelle dans les mois et les années qui viennent pour arriver peut-être à faire des efforts collectifs pour réguler cette densité, notamment pendant la période à risque, pour qu'en particulier, on arrive à la fois à mettre davantage les animaux à l'abri et qu'on arrive à lisser en quelque sorte cette densité pour limiter ce risque de propagation au cas où on est un foyer index, qui est en fait l'introduction initiale. Sur la diapositive suivante, on voit simplement la synthèse, si vous voulez, que je voulais évoquer, c'est-à-dire, une fois qu'on a dit ça, quelles sont pour le futur les voies de maîtrise? Les voies de maîtrise, c'est d'une part de réduire la probabilité de foyer index, donc il y a encore un travail à faire sur la capacité à mettre à l'abri en cas de risque élevé. Et encore une fois, il faut insister, on ne parle que de capacité à mettre les animaux à l'abri si les niveaux de risque sont élevés. On a vu que les 3 dernières années, ça n'était pas le cas. Par contre, si l'alerte est donnée, il faut avoir anticipé. Et c'est ça la difficulté principale et le piège, si vous voulez, dans lequel je pense tout le monde s'est retrouvé. Ensuite, il y a un travail pour détecter le plus précocement possible. Il y a un travail sur les densités, évidemment, on ne raisonne pas de la même manière selon les densités. Il y a un travail, sans doute, d'amélioration des pratiques de biosécurité encore, au regard du risque très spécifique. Un raisonnement qu'il faudra avoir éventuellement autour de la vaccination, et peut-être qu'on pourra l'évoquer autour de questions, c'est un point qui va être abordé au même titre que les autres, mais qui, de mon point de vue, ne peut s'aborder que si la biosécurité, c'est-à-dire les bonnes pratiques sanitaires, sont maîtrisées, et si un dispositif de surveillance particulièrement rigoureux est mis en place. Et puis un travail sur ce qu'on appelle le zoning, c'est-à-dire peut-être une régulation des transports entre les différentes étapes de la production, et aussi sur le dispositif de surveillance qui pourrait aider à détecter plus précocement et limiter ce risque de diffusion. Voilà les grands leviers, si vous voulez, pour essayer d'abord de tirer tous les enseignements. Donc ce que je veux dire ici, c'est que les services d'accompagnement scientifique, que ce soit mon équipe à l'école vétérinaire de Toulouse, que ce soit les collègues de l'ANSES, sont en interface directe avec les professionnels et avec les services de l'État pour tirer, je dirais, tous les enseignements sans aucun tabou. Donc il n'y aura pas de tabou pour mettre les données sur la table et pour aborder les différentes pistes en matière de mise à l'abri, de régulation des densités, de biosécurité et de vaccination. Voilà ce que je voulais évoquer pour donner cet éclairage scientifique. Merci Jean-Luc, merci encore de toute cette expertise que tu nous apportes au quotidien auprès de l'interprofession et on en a bien besoin dans cette période qui est vraiment très compliquée. Avant de redonner la parole à Marie-Pierre, je vous invite par rapport à vos questions à la fin donc, de la conférence de presse de bien insister, de poser vos questions sur le chat en haut à droite et la régie est là pour nous les transmettre donc, en fin de conférence. Donc à toi Marie-Pierre. Alors effectivement, nouvelle secousse pour la filière avec cet impact d'une épizootie qui pourtant nous pensions être robuste au début de l'hiver. Nous l'avons exprimé plusieurs fois, mais il faut se rendre compte à l'évidence qu'il y a encore des progrès à apporter pour notre secteur et éviter à l'avenir de revivre cet événement. Le virus, on l'a dit, Jean-Luc nous l'a réexpliqué, a été d'une virulence extrême, mais il faut aussi regarder les choses positives. Fin 2017, nous sommes engagés dans un pacte avec l'État, avec une feuille de route qui a été établie et des actions qui ont été menées. La feuille de route, elle reposait sur 7 points
améliorer les réactions collectives en temps de crise, sécuriser le maillon de production, sécuriser le transport des animaux vivants, renforcer l'application des règles de biosécurité au niveau des intervenants, agir au niveau européen à l'international et mettre en place un système d'appui économique sur les conséquences de l'influenza dans les élevages et dans la filière, et agir de manière transversale pour faire évoluer la filière. Donc, plusieurs de ces points, mais nous allons voir, c'est le temps de l'analyse est maintenant, plusieurs de ces points, on a coché les cases. Et en particulier, le premier des points, avec la mise en place d'une base de données avicole, où nous avons donc recensé, géolocalisé tous nos élevages, et ce travail-là nous a permis de gagner un temps précieux dans la lutte contre l'influenza. Effectivement, il était extrêmement important de pouvoir très très vite géolocaliser les élevages dans les rayons des 3 km, des 5 km, de localiser les animaux. Malheureusement, quand on voit ensuite le feu qui s'étend à 10 ou 15 foyers par jour, le moyen de lutte et d'euthanasie des animaux sur ces foyers est très vite devenu limité et insuffisant. Et c'est, je pense, aussi une des explications du fait que l'épizootie s'est répandue en taches d'huile. Donc, cette base de données nous a permis, certes, de gagner 1 mois et demi, et nous espérons que ce mois et demi gagné dans la lutte contre l'incendie va nous permettre de redémarrer plus tôt qu'en 2017. Du moins, c'est ce que nous espérons fermement aujourd'hui. Il y a aussi eu beaucoup d'investissements dans la filière, des investissements au niveau des éleveurs, bien sûr des couvoirs, des éleveurs pour être en mesure de mettre les animaux à l'abri, des investissements considérables de bâtiments où aujourd'hui, plus de 90-95% de nos éleveurs sont en capacité de mettre les animaux à l'abri. L'investissement a eu lieu pour les transports. Aujourd'hui, il faut rappeler que nous avons dédié une flotte de transport, donc de caisses et de camions, pour le transport des animaux de la phase d'élevage à la phase d'engraissement, et une flotte dédiée pour la phase pour l'envoi des animaux aux abattoirs, avec des investissements considérables pour le nettoyage et la désinfection des caisses et des camions. De la biosécurité, tous nos éleveurs ont dû faire des formations. Ce travail a été mené avec l'ITAVI, l'Institut technique de l'aviculture, mais également avec les chambres d'agriculture qui ont déployé des modules de formation, avec l'appui bien sûr de nos vétérinaires sur le terrain, les vétérinaires conseils, et également les vétérinaires qui sont dans les DDPP. Ce travail a été fait. Il y a peut-être eu des failles aujourd'hui, parce que des failles au niveau de l'observance, puisque c'est ce qui remonte aussi. Et il faut peut-être travailler à une révision de cette formation, comme on peut la voir dans d'autres secteurs. On peut parler par exemple dans l'utilisation des produits phytosanitaires, où il y a un certificat qui doit être adopté par les agriculteurs, le certifito, et qui doit être révisé tous les 5 ans. Peut-être qu'il faut réfléchir dans des idées de ce style-là. Du moins, nous nous attelons à ce travail maintenant avec les services de l'État et les autres collègues des filières avicoles. Alors ensuite, effectivement, le temps de l'analyse. Nous sommes maintenant entrés dans le temps de l'analyse, de la concertation. Bien sûr, il manque autour de la table Marie Laborde, qui est l'expert pour l'interprofession de tout ce travail sanitaire sur le terrain, qui a organisé la cellule de crise depuis le mois de décembre, et je crois nous lui devons une fière chandelle pour ce travail qui est extrêmement précieux, qui est, je crois, aussi très très impliquant, mais qui n'est pas drôle. Voilà, pour l'avoir vécu à ses côtés aussi avec Sophie qui est venue rejoindre l'équipe. Ce travail, il est dur, il est pénible. Il est pénible pour les agriculteurs qui doivent dépeupler, pour les agriculteurs qui vivent l'euthanasie des animaux parce qu'ils sont en foyer, qui ont vécu aussi l'attente interminable de l'euthanasie parce que les services ont été débordés, quelquefois jusqu'à 8 jours avant que l'on puisse intervenir. Tout ça
a été un large traumatisme. Et on ne parle pas ici du traumatisme qui va arriver, qui commence, des salariés de nos entreprises qui vont être à l'arrêt pendant plusieurs mois parce que les abattoirs, les entreprises de transformation vont être à l'arrêt. Donc il y a du traumatisme à tous les niveaux de la filière. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps de cette analyse et de la concertation. Alors de la concertation avec des groupes de travail qui ont été constitués au niveau national et qui vont qui sont d'ores et déjà organisés en miroir pour notre filière, pour aller recueillir le sentiment de tous les acteurs selon leur mode de production, qu'ils soient dans des circuits courts ou qu'ils soient en filière longue. Ces groupes de travail au niveau national sont pilotés par les pouvoirs publics, au niveau de la filière par l'interprofession, et nous avons à cœur de bien sûr recueillir les problématiques de tout un chacun. Alors les principaux groupes qui, je pense, sont importants à considérer, c'est tout ce qui est anticipation et gestion de crise, quel est ce retour d'expérience que nous pouvons mener aujourd'hui, l'évaluation des règles de biosécurité, est-ce qu'il y a eu des failles de fonctionnement, est-ce qu'il faut repartir, faire de la remise à niveau de la formation sur la biosécurité, les règles de production, on a bien sûr les règles de production pour ne plus être vulnérable, on va le voir dans la slide suivante un peu plus en détail, et nous avons demandé qu'il y ait un groupe qui étudie au plus haut niveau de l'État la solution vaccinale. Je souhaite m'arrêter sur ce point. La solution vaccinale, nous avons questionné les services de l'État dès le mois de décembre. D'ores et déjà, il faut savoir qu'il faut 3 semaines pour mettre en place l'immunité avec le premier rappel et qu'il faut faire un deuxième rappel avec les vaccins s'ils avaient été disponibles. Or, aujourd'hui, il n'y avait pas de vaccin disponible et qui avait l'autorisation de mise en marché. Néanmoins, il faut considérer qu'il y a aussi des progrès qui peuvent se faire dans l'établissement de vaccins. En tous les cas, se dit sur le terrain, mais également dans les milieux avertis scientifiques qu'il peut y avoir des possibilités pour l'avenir. Donc, il est important d'avoir les experts autour de la table, qu'il y ait également tous ceux qui sont en charge de faire évoluer la réglementation, parce qu'aujourd'hui, l'influenza aviaire est une maladie à déclaration obligatoire, pour laquelle la vaccination, je crois bien, je parle sous le contrôle de Jean-Luc Guérin, il appuiera, il répondra, mais je crois bien que la vaccination pour l'instant n'est pas autorisée pour l'influenza aviaire pour les élevages, donc il y a des leviers réglementaires qu'il faut lever. Et n'oublions pas aussi que si un pays vaccine, ça veut dire qu'il n'est pas indemne et donc qu'il ne peut plus, qu'il voit les fermetures à l'exportation. Et nous sommes toute une filière, des filières avicoles avec des filières Gallus, des filières palmipèdes, des filières gibier, des filières œufs de consommation, et que nous sommes tous liés. Et qu'il ne faut pas mettre en place une solution qui handicaperait les autres filières avicoles. Nous sommes toutes les filières dans le même bateau, et donc il faut que dans ce groupe de travail, toutes les filières avicoles soient associées et puissent s'exprimer. Alors aujourd'hui, nous le rappelons, nous l'avons rappelé à maintes reprises par des communiqués de presse, le CIFOG est déterminé bien sûr à défendre l'élevage à plein air, c'est notre ADN, nous en sommes fiers, et nous n'imaginons pas ne plus avoir un élevage en plein air. Par contre, et je reprends les mots du président très souvent qui dit « mettre les animaux à l'abri en période à risque, c'est notre devoir ». C'est absolument notre devoir, on le voit, parce qu'on est vulnérable si on a des animaux en extérieur, parce que le premier vecteur de contamination, c'est quand même bien l'avifaune sur des animaux restés en extérieur. J'ai très souvent en tête les propos de Jean-Luc qui ont été répétés ici, c'est que l'expression de la maladie par les canards ne peut intervenir que jusqu'à 5 à 8 jours après la contamination par l'avifaune, et que pendant ce laps de temps, les animaux qui sont en extérieur dans des parcours excrètent du virus et donc polluent cet environnement. Et dès lors que l'environnement est pollué, nous sommes à la merci de vecteurs mécaniques. Les vecteurs mécaniques, c'est quoi? C'est le tracteur, c'est les oiseaux qui se posent dans les parcours. Nous avons pas mal d'aigrettes, de moineaux, tout un tas
d'oiseaux qui vont de parcours en parcours et qui sont autant de vecteurs mécaniques de transmission. Il y a bien sûr le vecteur humain. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut trouver des solutions pour ces élevages qui ont activé cette dérogation, qui, je le rappelle, était dans leur bon droit puisque la réglementation le permettait et les dérogations ont été obtenues. Alors, il faut trouver des solutions parce qu'aujourd'hui, il y a une forte inquiétude parce qu'il y a de l'incertitude. Et l'incertitude, pourquoi? C'est comment je trouve des solutions pour mon exploitation. Derrière ces exploitations, il y a des familles dont pour lesquelles l'élevage de palmipèdes représente la majeure partie de leurs revenus. Donc, il faut trouver des solutions. C'est pourquoi la concertation qui démarre pour notre filière dès la semaine prochaine, ça sera le 11 mars, en particulier pour les circuits courts qui sont touchés qui sont concernés par cette dérogation. Comment on peut trouver des solutions? On peut trouver déjà des solutions. On adapte le nombre d'animaux aux bâtiments qui sont présents sur l'exploitation, mais on comprend bien que cela va baisser le revenu. Donc c'est quand même problématique et on doit entendre cette inquiétude de ces producteurs. On peut construire des abris supplémentaires ou aller mobiliser des abris qui sont sur l'exploitation qui ne sont pas utilisés. Il y a des stabulations, il y a des hangars qui peuvent être mobilisés pour mettre les animaux à l'abri. Peut-être, encore faut-il que ce soit fait dans le respect de la biosécurité. On peut aussi imaginer que l'on peut acheter des animaux pré-engraissés auprès des éleveurs qui, eux, respectent cette capacité de mise à l'abri des animaux. Et là, il faut qu'il y ait une petite révolution culturelle, c'est-à-dire qu'on n'engraissera pas que des animaux qu'on a produits sur sa ferme. Est-ce que cette évolution culturelle, elle est impossible à franchir? Je crois qu'il faut que toutes les solutions soient étudiées. Et on l'a vu également, puisque la base de données avicole qui maintenant dans notre secteur est obligatoire depuis 3 ans, quand on regarde les mises en place hebdomadaires, on voit bien qu'il y a des mises en place qui sont mises en novembre et décembre, qui servent à produire des animaux au mois de février ou de mars, qui mettent des territoires vulnérables sous tension et qui pourraient être peut-être décalés dans l'année. Donc ça, c'est tout ce travail qui doit être fait avec finesse, en respectant les problématiques de chacun pour trouver des solutions. Parce que, je le répète, tant qu'il y a de l'incertitude, il y a de l'inquiétude. Voilà. Donc aujourd'hui, pour finir sur une note quand même positive, nous avons un produit que les Français plébiscitent, adorent, aiment beaucoup. C'est vraiment, il y a une cote d'amour indéfectible pour notre filière. Et pour les produits, que ce soit le foie gras, le magret, le confit. Très rare, les gens à qui je parle disent qu'ils n'aiment pas ces produits-là. Tout de suite, il y a vraiment une très forte sympathie. Malheureusement, regardons les chiffres. Les chiffres aujourd'hui, vous avez l'évolution de la production sur le territoire français depuis 2015. 2015, c'était avant les 2 premières crises. Donc 2015, nous avons baissé de 24% en 2016, encore baissé en 2017 de 20%. 2018, on repart parce que les stocks dans les entreprises étaient au plus bas. Il fallait quand même refaire quelques stocks aussi. 2018 a permis donc de retrouver un niveau raisonnable de production, de remettre un peu l'équilibre dans les entreprises. Et très rapidement, en 2019, nous avons été sérieux et raisonnés. Nous avons mis une production qui était stable en 2019. 2019, l'année de la loi Egalim, nous n'avons pas vu avec suffisamment d'anticipation l'impact que la loi Egalim, rappelons-nous, qui limite la mise en avant des produits en grande surface. Et là, nous enregistrons une baisse de nos ventes de 11%. Immédiatement, la filière a décidé de s'adapter. Début 2020, avant qu'apparaisse le problème du Covid, il y avait une baisse annoncée de 8% des volumes, qui finalement, avec le confinement, se traduit par une baisse de 13% pour l'année 2020. Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de l'autorisation de redémarrage par les autorités vétérinaires et sur la base que nous avons estimée au mois de mai, le redémarrage au mois de mai, les abattoirs redémarreront en août et la prévision de production en 2021 va nous amener à un niveau de production de 2017. Mais, je tiens à rassurer, la situation des stocks dans les entreprises ne sont pas les mêmes. Rappelons-nous que la restauration n'a pas fonctionné à plein en 2020. Et de toute façon,
la production, effectivement, la restauration ne fonctionne pas encore en 2021. Donc, on a quand même de bonnes chances que les Français aient leur foie gras pour 2021. Je veux être rassurante à ce niveau. Ensuite, il faut voir que l'enthousiasme du consommateur pour le foie gras est confirmé. Plusieurs études ont été menées en fin d'année, parce qu'effectivement, nous étions inquiets. Les Français sont confiants dans notre filière pour leur qualité gustative, pour la sécurité alimentaire et pour la traçabilité. Donc, il y a une IGP sur tout le bassin du Sud-Ouest, mais il y a également les logos France qui ont été déployés par l'interprofession pour tracer toute la production française avec le logo Foie Gras de France, Magret de France, Confit de France. L'autre point important, c'est que l'épidémie récente de grippe aviaire n'impacte pas ce capital confiance. Aujourd'hui, la confiance dans la qualité du produit et dans la qualité du produit rassure plus de 4 Français sur 5. Donc, pardon, effectivement, c'est important. Également, le fait de cette solidarité à l'égard de la filière française, elle est importante et là, nous en sommes extrêmement reconnaissants. 80% des Français se disent donc prêts à soutenir la filière. Et ça a été le cas, vérifié pour la fin d'année. Donc, nous sommes d'ores et déjà au niveau de l'interprofession dans préparer la saison 2021 avec la deuxième édition des portes ouvertes qui ont été un vrai succès pendant les journées du patrimoine. Nous sommes un patrimoine de la gastronomie de la France et donc il est tout naturel que nous nous inscrivons dans ces journées du patrimoine et que nous allions, en ouvrant nos portes, permettre à tous les consommateurs de venir voir notre filière. Nous avons également la très grande chance d'avoir le cuisinier Adrien Cachot qui, avec son audace, son atypicité, va proposer des idées nouvelles de consommation et des idées qui ravillent, je pense, tous les fins gourmets que nous sommes. Enfin, la pédagogie, la transparence sont au programme de notre filière. Comme nous l'avons été cette année avec la 4e semaine du foie gras, nous nous organiserons effectivement avec nos amis restaurateurs. Nous serons là aussi pour les aider à redémarrer quand ils vont être autorisés à redémarrer. Nous serons, comme ils sont solidaires à notre filière, solidaires à l'égard de leur métier. Et pour notamment avec 2 partenaires fétiches avec lesquels nous travaillons, que ce soit Objectif Top Chef ou les Petits Plats Équilibre, qui proposent et suggèrent des façons de consommer nos produits qui sont tout à fait simples, intéressants. Mais nous avons aussi d'autres idées dans notre escarcelle que nous vous dévoilerons bien sûr un peu plus tard au lancement de la saison festive. Je vais donc laisser notre président Michel Fruchet conclure. Et nous sommes là pour répondre à vos questions, bien sûr. Merci Marie-Pierre de toute cette exhaustivité que tu as pu nous faire sur cette année. Cette année 2020, on a envie de dire quand même qu'on voudrait bien l'oublier. Hein, c'est ce double effet qui se coule du Covid et de l'influenza aviaire. Le plus tôt, il sera derrière nous et malheureusement, c'est encore d'actualité, début mars 2021. Donc déjà, le premier trimestre est déjà impacté. Mais bon, il faut retenir aussi du positif. Le foie gras, on l'a vu, ça a été validé par les enquêtes. Hein, donc ça reste encore une icône des fêtes de fin d'année. Et je pense qu'on n'est pas prêt de se faire détrôner de ce côté-là. Et là, on peut être confiant sur notre produit, je dirais, fétiche qu'est le foie gras. Un attachement également indéfectible aux Français. On a bien vu, hein, ce 1 200 000 je dirais, ménages acheteurs de plus qu'on a vu en GMS. Ce sont, je dirais, un transfert de consommation. Ces gens-là, d'habitude, le consommaient, certes, mais le consommaient plutôt au restaurant. Et comme ils ne pouvaient pas aller au restaurant, donc ils ont fait l'acte d'achat. Donc ça, c'est bravo. Et je pense que pour cette année 2020, je les encourage à refaire ce qu'ils ont fait et en même temps d'aller au restaurant. Comme ça, tout le monde aurait gagné. Bon, l'influenza aviaire, on ne peut pas non plus passer sous silence cet impact que l'on a encore sur la filière cette année. Il faut absolument qu'on tire les leçons, une fois de plus, de cette épisode aussi fulgurante. Mais sachez que de toute façon, la filière, je dirais, les professionnels, dans tous les maillons, quels qu'ils soient et à quel étage de la fusée qu'on peut dire, sont mobilisés et sont en ordre de bataille pour répondre, je dirais,
pour remettre en marche cette belle filière et pour être présent, comme dit Marie-Pierre, aucune inquiétude. Les Français auront leur foie gras pour 2021 et pas qu'à Noël, bien évidemment, tout au long de l'année. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Et je dirais, tout le monde est en ordre de bataille pour satisfaire donc les Français et les Françaises que vous êtes, tous et toutes, à nous accompagner au quotidien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je ne pensais pas, je vous le dis comme je le ressens, je ne pensais pas, parce que c'est ma dernière, en tant que président, c'est ma dernière conférence de presse. Je pensais bien, je dirais, manger mon petit morceau de foie gras avec vous tous. Hein. Ça, c'est vraiment très dommageable. Je dirais, je vais passer la main au mois de septembre à mon voisin de droite, à Eric, hein, qui va reprendre la présidence par rapport au nom de l'Amont. Donc, pour moi, ça a toujours été un honneur de partager avec vous. J'espère qu'ils m'inviteront encore, au moins sur la partie conviviale. Mais c'est vrai que cette filière-là, elle est très chère et je vous dis à bientôt parce que l'année commence juste. On a quand même pas mal de rendez-vous de programmés. Hein. D'ici le mois de septembre, on a aussi des portes ouvertes. Et je dirais, j'espère bien qu'on va se revoir dans des restaurants d'ici quelques semaines ou quelques mois, au plus, quelques semaines, ce serait mieux. Et je vous souhaite à tous, toutes et tous, de passer, je dirais, une bonne fin de journée, un bon week-end. Puis je remercie surtout Marie-Pierre qui a développé, donc, comme à l'habitude, toute cette partie-là. Et puis Eric aussi pour ses réponses qu'il a pu apporter au niveau de la partie amont. Merci et à bientôt.